étudiant à l'Université pédagogique nationale et coordonne d'une structure Motif pour la jeunesse. J'allais poser ma question au professeur Kamana en disant, par rapport à vos idées, ça amène vraiment une puissance de la pensée qui va relever la conscience des jeunes. Et ça a des aspects de motivation. La motivation ne va pas nous transformer, ce qui va nous transformer, c'est l'application. Quels sont les principes d'application que vous pouvez nous donner, étant que jeunes, que nous puissions le mettre en pratique pour pallier à tous ces inconvénients? Ma deuxième question, je dirais, aujourd'hui, il y a des baobabs qui meurent dans notre pays et les gens ne parlent plus d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne préparent pas les jeunes qui vont leur succéder demain. Est-ce que vous, derrière vous, il y a un groupe de jeunes qui vont vous succéder demain, à qui vous êtes en train de préparer, qui parlera comme vous, qui écrira comme vous, qui va montrer aux jeunes qu'il y a des gens, il y a des mentors qui sont là, qui nous préparent pour faire changer les Congo demain? Voilà. C'était lors d'un séminaire sur la francophonie. J'ai rencontré le professeur Muyamba, qui l'avait vu. Et je lui pose la question, est-ce qu'il avait vu Kamana? Il m'a dit qu'il l'avait vu parce que j'avais lu un article de Kamana dans Zaïre Afrique, décembre 1980. Les drames de l'intellectuel zaïrois. Ça m'avait beaucoup frappé et j'ai fait partout les moyens pour le rencontrer. J'étais à Bafoussam, j'ai fait une semaine avec lui, c'est comme ça qu'il est ouvert. Je pense qu'on a quand même travaillé longtemps avec lui pour que sa pensée soit aussi connue à travers notre peuple. Mandiolo, c'est un grand ami aussi, on se connaît bien. Un homme très rigoureux, exigeant, on a presque son caractère. Professeur Kamana, il y a quand même un débat chez nous à Kinshasa ici, avant d'entrer dans le vif du sujet. On voudrait savoir qui est philosophe, qui ne l'est pas. Deuxième chose, qui est intellectuel, qui ne l'est pas. Et troisième chose, est-ce qu'on peut avoir des intellectuels dans une société des médiocres, comme la nôtre? Pour ça, vous avez la parole. Vous dites ceci, vous écrivez. J'ai lu le présent livre des penseurs Guillaume Mandiolo comme un magnifique condensé de ces trois points de vue sur les Congo d'aujourd'hui. Quels sont ces trois points de vue? Monatie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. De façon lapidaire, les intervenants, il y aura une autre présentation, mais beaucoup plus approfondie, beaucoup plus détaillée de l'auteur, celui qui a écrit cet ouvrage, dont le titre est La révolte métaphysique d'un jeune Congolais. Nous passerons à l'intervention du modérateur. Et juste après l'intervention du modérateur, le professeur Kamana va de manière très succincte nous résumer le livre. Nous allons assister à un tout petit entretien entre Freddy Mulumba et l'auteur. Cet entretien va tourner autour des motivations qui ont conduit précisément l'auteur à rédiger cet ouvrage et bien d'autres questions. Et puis, il est prévu également une interaction, c'est-à-dire un échange entre vous et l'auteur. Vous avez peut-être des questions, des propositions, des préoccupations. L'auteur sera là pour vous répondre. Et nous terminerons par un cocktail qui est prévu à la fin de la manifestation. Donc, sans plus tarder, voici les trois personnalités qui vont devoir
animer, si vous voulez, la manifestation d'aujourd'hui. Je commence par Freddy Moulumba Kapwayi. Aujourd'hui, il est modérateur, il fait office de modérateur, mais il est, peut-être vous le savez déjà, le directeur général adjoint de la RTNC, le média officiel. Il est politologue, journaliste à la base. Nous avons le professeur Kamana. Le professeur Kamana est philosophe. C'est une illustre personnalité dans le monde intellectuel, une icône, un savant, une sommité, comme on l'appelle, comme on le désigne. Il est auteur de plusieurs ouvrages. Il est aussi professeur, il enseigne dans plusieurs universités. Et il a justement, préfacé le livre d'aujourd'hui, le livre de Guillaume Manjolo. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la présentation de l'auteur. L'auteur de l'ouvrage qui vous sera présenté aujourd'hui, Guillaume Manjolo. Qui est-il? Il y en a peut-être qui ont l'habitude de le voir à travers les médias, notamment sur Télé 50, où il participe à plusieurs émissions de débats intellectuels. Mais qui il est exactement? Guillaume Manjolo, c'est le fils de Manjolo Jonas, haut fonctionnaire et politique, signataire de l'acte de l'indépendance à Bruxelles. Guillaume Manjolo est né le 29 juin 1964, alors que son père était ministre de la Jeunesse, de la Justice, de l'unité kassaïenne à Chikapa, et d'une mère diamantaire, tous deux décédés. Le 6 février 1980 pour le père et le 20 février 2018 pour la mère, paix à leur âme. Après son baccalauréat en 2004, il crée en Belgique le Parti républicain qu'il préside jusqu'en 2009, avant d'entrer à l'ULDC, où il est promu secrétaire général depuis 2016. Guillaume Manjolo est conseiller à la coopération internationale et régionale et puis aux affaires étrangères de 2008 à 2016. Diplomate, politique et numéro 1 de l'intégration régionale africaine après le ministre des Affaires étrangères. Guillaume Manjolo est avocat, penseur, au sens de Kamana, écrivain en philosophie politique. Guillaume Manjolo a publié successivement Ma Nation, de la dégénérescence d'une nation et de sa renaissance en 2007, édition Mabika. Il a aussi publié Dans le ventre du désespoir, petite philosophique, entre amis, en 2010, toujours à l'édition Mabika. Il est aussi auteur de L'homme et la structure, publié en 2013 à l'édition Mabika toujours. Et puis, maintenant, il publie le livre dont il est question. La révolte métaphysique d'un jeune Congolais, dialogue et ajustement raisonnable, édition Paul Institute. Le texte donc de cet ouvrage est préfacé par le professeur Kamana, mais il est déjà, oui, pour votre information, mis en enseignement par le professeur qui pilote le groupe de pensée auquel il appartient aujourd'hui. Guillaume Manjolo, enfin, est fervent tenant de l'archéologie congolaise et de la nouvelle définition de l'identité congolaise. Il plaide pour un ministère de la culture prestigieuse qui réhabiliterait l'art majeur, c'est-à-dire la pensée, les philosophes et la célébration sur l'intelligence. Voilà pour ce qui est de la présentation de l'auteur. Sur ce, je m'en vais passer la parole, avec votre permission, à Freddy Moulumba. C'était lors d'un séminaire sur la francophonie. Il a rencontré le professeur Ouyamba, qu'il avait vu. Et je lui pose la question, est-ce qu'il avait vu Kamana? Il m'a dit qu'il l'avait vu parce que j'avais lu
un article de Kamana dans Zaïre Afrique, décembre 1980. Les drames de l'intellectuel zaïrois. Ça m'avait beaucoup frappé et j'ai fait partout les moyens pour le rencontrer. J'étais à Bafoussam, j'ai fait une semaine avec lui, c'est comme ça qu'il a découvert. Je pense qu'on a quand même travaillé longtemps avec lui pour que sa pensée soit aussi connue à travers notre peuple. Mandiolo, c'est un grand ami aussi, on se connaît bien. Un homme très rigoureux, exigeant, on a apprécié son caractère. Professeur Kamana, il y a quand même un débat chez nous à Kinshasa ici, avant d'entrer dans le vif du sujet. On voudrait savoir qui est philosophe, qui ne l'est pas. Deuxième chose, qui est intellectuel, qui ne l'est pas. Et troisième chose, est-ce qu'on peut avoir des intellectuels dans une société des médiocres, comme la nôtre? Pour ça, vous avez la parole. Qui ne l'est pas, je ne suis pas sûr que si vous et moi, nous parlions dans notre langue maternelle, vous m'auriez posé cette question-là. Parce que nous aurions des difficultés à pouvoir traduire dans notre langue ces concepts de philosophe tels qu'il nous a été transmis dans notre formation universitaire. Mais puisque nous parlons français, essayons de donner à ces mots de philosophe la dimension publique de celui qui cherche à réfléchir sur les problèmes de fond de sa société, qui ouvre des orientations pour éclairer l'avenir, qui éduque les populations pour résoudre ces problèmes et qui, à travers cette éducation, ouvre de perspectives d'organisation et de voies de grandes utopies pour changer la société et faire qu'elle soit à la hauteur de ses propres idéaux. Alors, si tel est le point de départ, on pourrait dire que le philosophe, on le reconnaîtra par sa manière de penser, par sa manière de vivre, et de plus en plus par son intégration dans la longue histoire des hommes qui réfléchissent et qui cherchent des solutions. Tout le monde peut-il être philosophe? C'est à chacun de décider s'il s'inscrit dans cette tradition de la pensée, de la recherche des solutions aux problèmes, ou s'il fait comme nous le faisons souvent chez nous au Congo et que nous sommes connus de plus en plus en tant que Congolais dans le monde entier, s'il s'inscrit dans la dynamique de la jouissance et dans la dynamique de ce qui est devenu aussi l'une de nos caractéristiques, la dynamique de la médiocrité. Alors, qui est philosophe au Congo? C'est celui qui lutte contre la médiocrité et celui qui lutte contre les styles de vie de la jouissance, style qui détruit de plus en plus notre pays aujourd'hui. Et si vous regardez maintenant l'intellectuel, du point de vue de ce que je viens de définir pour le philosophe, je crois que ce que nous appelons intellectuel, surtout chez nous au Congo, c'est une classe de personnes capables de sortir le pays de la médiocrité et de l'ouvrir de voies du changement véritable que nous cherchons, c'est-à-dire des hommes et des femmes capables
de changer ce pays et d'en faire ce qui doit être le cœur de la transformation de l'Afrique et je dirais même le moteur d'une certaine altermondialisation que nous pouvons construire à partir de nos bases culturelles et à partir de notre volonté d'être congolais, mais au sens plus profond, c'est-à-dire au sens de ce que nous ne sommes pas ou de ce que nous ne sommes plus aujourd'hui. Y a-t-il alors des intellectuels au Congo? La lutte actuelle de nouvelle génération au Congo, c'est l'invention du nouvel homme congolais capable de son puissance et surtout capable de construire une société qui soit une société véritablement intelligente, capable de se servir de sa matière grise et de la raison, de dépasser l'enfermement dans les quotidiens de la médiocrité où nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà ce que je pourrais donner comme réponse actuellement à votre question. Ok, nous avons ces intellectuels pour la discussion permanente de nos problèmes de société et pour la construction de notre avenir. Des solutions aux problèmes de notre pays, de se retrouver ensemble, de regarder les réponses que l'un d'entre nous donne de ces questions et d'avoir un débat sur ce que nous pensons. Ça devrait être aujourd'hui notre culture fondamentale, la capacité de débattre, d'échanger, de trouver ensemble des voies pour que l'homme congolais se respecte, soit respecté dans le monde. Et nous ne pouvons faire cela que si nous sommes dans une culture du débat permanent, de l'analyse, de la compréhension de notre contexte et de l'ouverture des voies pour ce Congo nouveau dont nous rêvons, et qui est le Congo de la sortie de la médiocrité, et qui est le Congo de la construction de ce nouvel homme congolais qui est au fond de ces livres de révolte. Pourquoi y a-t-il, pourquoi un jeune Congolais sent-il le besoin de se révolter? Et il se révolte contre qui? Il se révolte contre ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et cette révolte se fait sur la base d'une analyse qui va vers les fondements de notre médiocrité aujourd'hui. Fondements constitués par la destruction de la raison, par la destruction de l'éthique et par la destruction du sens des valeurs spirituelles qui font que l'humanité est l'humanité. Si on entre dans cette dynamique de la révolte, on peut alors discuter des pathologies dont nous souffrons. Et une fois qu'on en a discuté, entrer alors dans ce qui fera la force de ces livres, c'est la proposition des voies, qui sont les voies d'abord des rêves de notre Congo possible, mais en même temps des voies de l'engagement dans les domaines essentiels pour changer le pays aujourd'hui, les domaines politiques dans lesquels nous sommes aujourd'hui tous engagés d'une manière ou d'une autre, mais aussi dans les domaines économiques, dans les domaines juridiques dont auquel l'auteur appartient, et dans les domaines de la réflexion spirituelle pour construire le Congo dont nous avons besoin. Alors vous comprenez à la question que vous posez, être ensemble, réfléchir ensemble, chercher ensemble les solutions, proposer des voies d'avenir, c'est le fondement du Congo nouveau que nous voulons créer aujourd'hui. Ce que j'ai dit alors en 1980 est d'actualité, et plus qu'en 1980, nous avons besoin de ce Congo nouveau après toute la période de médiocrité qui nous a caractérisés et dont je suis convaincu qu'aujourd'hui nous voulons sortir résolument. Et professeur, vous dites ceci, vous inquiétez. J'ai lu le présent livre des penseurs Guillaume Manuel comme un magnifique condensé de ces trois points de vue sur les Congo d'aujourd'hui. Quels sont ces trois points de vue? Aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est le regard négatif
que nous portons sur nous-mêmes, sur notre pays, sur notre classe dirigeante, sur les responsables de notre économie, sur la culture de l'homme congolais aujourd'hui. Nous sommes tellement négatifs par rapport à nous-mêmes que nous avons construit une culture de la négativité pour parler du Congo aujourd'hui. Vous voyez, c'est quand même symptomatique que le jour où nous devons nous rencontrer pour discuter sur la révolte métaphysique des jeunes Congolais, que nous n'arrivions pas à être tous à temps parce que des Congolais sont en train de barrer la route ou les routes de notre ville parce que la classe politique ou les jeunes qui veulent une autre politique se révoltent, barrent les routes et nous empêchent de nous retrouver ensemble. Ça, c'est le Congo qui nous frappe. C'est le Congo de la médiocrité. Guillaume Manjolo parle de ce Congo-là, c'est-à-dire des pathologies dont nous souffrons et dont chacun de nous est conscient. Il n'y a pas un seul Congolais aujourd'hui qui ne peut pas vous faire une litanie infinie des malheurs et des pathologies du Congo. Mais ce n'est pas cela qui fait la force de son livre. La force de son livre, c'est de nous montrer que derrière toutes les pathologies dont nous sommes devenus tous spécialistes dans les analyses de notre pays, il y a quelque chose qui relève du génie congolais. Et ce génie congolais existe. Ce génie congolais, il faut l'organiser. Ce génie congolais, il faut en montrer toutes les dimensions dans la manière dont, au jour le jour, les Congolais se battent pour cesser d'être, je dirais, zaïrois. Quand je dis zaïrois, c'est pour dire tout le mal que nous pensons de nous-mêmes. Mais nous pouvons sortir de cela si nous regardons le génie immense qu'il y a dans notre pays aujourd'hui, qu'il y a dans cette jeunesse qui se bat, qu'il y a beaucoup de penseurs congolais qui veulent un autre Congo, qu'il y a aussi auprès de nos inventeurs et de nos grandes figures de la pensée congolaise, dont certains sont dans cette salle et qui sont connus dans le monde comme des génies d'une grande nation capable de se transformer et de construire une autre Afrique. Guillaume Manjolo a pu, à travers les dialogues entre un père et son fils, donc son fils qui quitte la campagne, qui vient dans nos villes et qui tombe dans tous les malheurs de nos villes aujourd'hui, et qui découvre en même temps ce qu'il y a en nous et dont nous ne parlons pas souvent à nous-mêmes, c'est ces génies du peuple congolais. C'est notre regard. Et nous devrions aujourd'hui apprendre à bien parler du Congo. Nous devrions apprendre à avoir un regard positif sur le Congo. Et nous devions apprendre à magnifier un certain visage de notre pays et de nous-mêmes et à éduquer les nouvelles générations pour qu'elles puissent être des générations de Congolais fiers, dignes, libres, qui entrent dans la grande ligne des grands Congolais comme Simon Kimbangu, comme Lumumba, comme Malula et tous les autres que nous connaissons qui font que ce pays est un grand pays. Et Guillaume a eu cette ambition de pouvoir aussi nous montrer ce Congo. Enfin, il y a un autre regard, c'est le regard de ce que nous voulons pour l'avenir de notre pays. Une utopie. Quel est notre rêve du Congo? Quelles sont nos utopies? Quelles sont nos nouvelles espérances pour ce pays? Comment faire pour que dans nos systèmes éducatifs, que dans nos médias, que dans nos églises, que dans les mouvements des jeunes, que dans les partis politiques, comment faire
pour que le rêve du Congo soit grand, que le rêve du Congo soit un rêve de puissance, que le rêve du Congo soit un rêve de créativité, un rêve d'invention permanente pour que nous soyons ce que nous devons être. Là aussi, à travers les dialogues entre le père et son fils, quelque chose se dégage de la grandeur de ce pays. Quelque chose se dégage de notre grandeur en tant que Congolais. Et le pari pour l'avenir du Congo, c'est le pari de pouvoir construire ces grands rêves congolais aujourd'hui. À ce moment-là, si nous entrons dans cette direction, ça sera fini du regard négatif, pessimiste, fataliste qui caractérise aujourd'hui beaucoup de Congolais. Il faut sortir de cela, entrer dans la grande utopie du Congo et nous engager alors à voir positivement notre pays. C'est cela qui, moi, m'a beaucoup frappé dans ce texte de Guillaume Banjolo. Et je crois qu'il serait bon que toute la jeunesse congolaise aujourd'hui apprenne à voir ce Congo avec les yeux de nos rêves, avec les yeux de notre engagement pour le changement, et que nous soyons capables, nous, à tout moment, de parler positivement de notre pays et de casser avec la culture de la fatalité, du pessimisme, comme s'il n'y avait plus rien à faire du Congo, alors que tout est à faire. Il n'est pas possible que dans un pays où tout est à faire, les gens soient... En Occident, chez les Blancs. Mais en lisant un peu ton livre, on se rend compte que tu es resté villageois. Un villageois révolté. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci déjà au prof de s'être déplacé jusqu'ici. Je vais dire peut-être avec un peu plus de détails par rapport à ça, répondre à la question à mon cher Frédéric. C'est un honneur pour moi d'être à côté du prof Kamana. Et pour la simple raison que celle-ci, lorsqu'on réfère à l'hypétisme, des pays qui marchent, des pays qui fonctionnent, de leur parcours, on découvre qu'effectivement, pour l'essentiel, notamment les pays du G7, du G5, les stars de ces pays-là sont les penseurs. Ce sont les penseurs, ce sont les grands philosophes. Ce ne sont pas les politiques, ce ne sont pas les hommes d'argent, ce sont plutôt ceux qui amènent la pensée dans la société, qui éclairent les autres, comme disait Héraclite. Et ça me rappelle en même temps, ma rencontre avec Kamana m'a ramené à pouvoir me rappeler d'une lecture de lettres philosophiques de Voltaire, lorsqu'il arrive en Angleterre, qui s'informe sur les grands hommes. Alors on lui répondra pour lui dire qu'effectivement les grands hommes chez nous ici, c'est ni Cromwell, ni quelques rois ce soir, c'est plutôt des gens comme Darwin, des gens qui ont la capacité de voir les autres sans réfonder à tout, parce que c'est leur génie dont on attend pour pouvoir permettre à la société de pouvoir s'accomplir. Alors, en RDC, on a ces types de lumières, très peu malheureusement, parce qu'on ne les voit pas, sauf quand ils font énormément d'efforts pour qu'on puisse parler d'eux. On a Moudimbe, que j'ai connu à travers Kamana et une personne. On a Kamana, on a Ngal. J'ai eu une opportunité extraordinaire de suivre les activités de Victor Mokolo, qui est dans la salle, une sommité internationale. C'est pour moi une satisfaction particulière, qui est d'être à côté de ceux qui sont censés être la lumière, les phares de la RDC. De les fréquenter, de parler avec eux, de me ressourcer auprès de plutôt. C'est une réelle satisfaction. Alors, pour revenir à ta question, et je pense qu'on va peut-être élaborer un peu plus par la suite, venir à la pensée, c'est participer à la célébration de l'intelligence, à la fête de l'intelligence. Nous sommes dans ce pays aujourd'hui qui n'a jamais mis en exergue la nécessité de pouvoir célébrer l'intelligence. Les gens s'autorisent des titres sur le fondement soit politique, soit financier, mais personne n'a jamais pensé un seul instant orienter la célébrité sur l'intelligence. Quelle est cette société qui peut se construire sans intelligence? Elle n'existait pas. Donc je faisais un relais avec les grands
grands pays, notamment les Conseils de sécurité, pour voir qu'effectivement tous ces pays-là ont honoré les leurs pour pouvoir asseoir une civilisation, une culture. Ça passe par la culture. Donc, c'est une culture qui est compartimentée en art majeur, l'art majeur étant ici la pensée. Avant tout, il y a d'abord la pensée. Sans la pensée, il n'y a rien. C'est la pensée qui structure, qui organise, qui donne des orientations. Alors on a là les grands penseurs, qui non seulement imprégné de la culture africaine, mais il est parti en Occident où il a pris les outils de la compréhension de la culture occidentale, mais qui lui permet aujourd'hui d'appréhender au mieux notre culture, au même titre que c'est le cas précédé de notre outil. Ce qui est intéressant dans ce qu'on a fait aujourd'hui, et là je dois parler absolument de lui, c'est qu'en lisant un des textes, un article très important qu'il a rédigé sur Mujimbe, il nous ramène vers une approche qui nécessite des lunettes africaines. Alors, il dit dans ses textes, il parle d'un philosophe camerounais qui nous sort un néologisme particulier, la xénologie. La xénologie étant ici l'appréhension de l'autre. Mais cette appréhension de l'autre, on se trouve être avec des lunettes étrangères. Alors la question se pose, est-ce que l'Occident qui parle de nous a-t-elle des outils, a-t-il plutôt des outils pour pouvoir appréhender notre vérité? Alors je me suis posé une question, c'est bizarre parce que moi-même, nourri à la matière occidentale, mon appréhension des choses africaines se trouve passée par cette xénologie, avec les lunettes occidentales. Donc, je suis peut-être dans le faux par rapport à ça. Ce qui fait que, bon, ce que j'ai appelé les bains soldatesques dans mon premier texte, La Nation, et ça rencontre effectivement la préoccupation des camarades, et que je suis en train de suivre au fur et à mesure parce que j'ai prévu, après les textes qui viendra, sur lesquels interviendra le prof Likambo Bolo, parce que je parlerai un peu d'international, je dois préparer un texte pour expliquer ce qui est camarade. J'ai parlé de lui, j'ai envie de pouvoir le faire connaître auprès de la jeunesse congolaise, par conséquent. Cet élément, cet outil qui m'est lié à lui, ces concepts particuliers de la xénologie et de l'appréhension de ce que nous sommes, me permet de dire aujourd'hui que dorénavant, je ne peux pas me permettre d'appréhender la réalité congolaise, africaine, avec des lunettes extérieures. Donc je suis en train de chausser des lunettes que Kamana me donne à travers ce qu'il fait. Je vois par exemple les mythes d'Inakale qu'il a expliqué dans une de ses recherches, où ce fameux tableau que vous voyez, il y a un homme sur un arbre, au-dessus il y a un serpent, en bas il y a un lion, et dans l'eau il y a des crocodiles. Et finalement la question est posée à un certain nombre d'étudiants, on pose la question, chacun donne sa version. Mais personne ne donne la bonne version au sens où l'appréhension de la situation nécessitait d'aller puiser dans notre culture. C'est-à-dire, chez nous, lorsqu'on doit partir en forêt, on doit être muni des outils de protection, sinon on va en vente. Or, c'est monsieur qui se déplace, qui va en forêt sans s'armer, a commis une faute en regard de nos règles, de nos coutumes. C'est d'une beauté extraordinaire. On peut en faire des livres entiers, on peut en faire la formation parfaite dans les universités pour comprendre effectivement, nous avons omis du matériel nécessaire à notre être, parce que nous avons copié des choses qui ne correspondent pas forcément à notre réalité. Alors cet égoïsme qu'on voit, est-ce que cette personne est partie? C'est pour les vins pâles, c'est pour les vins pâles, il a envie de pouvoir les consommer seul ou quoi? Donc toutes ces questions-là nécessitent de pouvoir se rappeler, c'est-à-dire de revenir à l'archéologie et à la nôtre, on dit tiens, voilà un principe majeur de la communauté africaine congolaise qui impose, qui devait gouverner notre comportement. C'est-à-dire, avant de se déplacer, d'aller dans un voyage, on prend les précautions en s'associant avec les autres, ou soi-même, en se munissant avec les outils nécessaires à sa protection. Donc, voilà, ça c'est vraiment, je me trouve là-dedans avec énormément de plaisir. Donc, ce qui fait que ma lutte, que j'ai commencé depuis un certain nombre d'années, puisque le premier texte date de 2007, consiste à pouvoir mettre
mettre un exergue l'intelligence et on aurait les vrais stades de la République, les producteurs de l'intelligence. Et là-dessus, j'ai eu une opportunité dans cette salle où un jeune homme présentait l'économie de l'intelligence, où il expliquait effectivement avec raison, et j'y associe, qu'une tonne de cobalt sortie de la RDC, au plus fort du prix, il irait bien à 120 000 $. Et dès que les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et autres, y injectent l'intelligence, on passe de 120 000 à 1 milliard. Voilà la différence. Alors, si nous sommes des scandales géologiques, c'est très bien, mais il aurait été intéressant que nous soyons des scandales d'intelligence. Ça permettra en ce moment-là de transformer dans cette première démocratie parce qu'on aura fait la promotion de l'intelligence. Et cette promotion, aujourd'hui, un des maîtres de la promotion de l'intelligence, c'est le maître Kamana. Et c'est une satisfaction et un bonheur pour moi d'être assis à cette table. Ok, merci mon maître. Il y a une question. L'histoire est nécessaire parce qu'il est impossible pour une population, pour un peuple, de se projeter sans avoir les racines. Il est impossible de se projeter sans avoir les racines. Et d'ailleurs, ça sera l'objet du texte prochain, les épîtres d'Aristide aux descendants des Mécontents, dont la première partie sera réservée à l'identité nationale, que je suis en train de construire, et avec le soutien du prof Elia Mokolo, que je soumettrai pour sa sanction. Nous n'avons été un État au sens réel du terme que sur le fondement des massacres qu'on vient de laisser entre 1885 et 1903. Et les gars nous dit, il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter là. Il y a un bloc du mépris du Congolais et des ravages extraordinaires. Et les gars nous dit, on ne peut pas faire la distinction entre 1885, de la période allant 1885 à 1960, en faisant ça en deux blocs. Non, c'est un seul bloc. Et je suis d'accord avec lui. Parce que, et je vais revenir à la question sur l'histoire, la controverse, donc je suis déjà dedans d'ailleurs, la controverse des valeurs du militaire. Donc il connaît très bien Kamana, qui veut que la discussion entre Sepulveda et Las Casas 1550-1551 pour déterminer si les Noirs avaient l'âme ou pas de sorte à ce pouvoir confirmer la nécessité de mettre l'esclavage en tant que bête. Cette conception-là, c'est la conception occidentale de ce que nous sommes. Ça n'a pas été modifié dans leur tête, même si nous collaborons avec eux, tout ça. Et derrière ça, Elia Mokolo-Betty, ça fait beau qu'on a coupé les têtes ici. En RDC, on a amené dans le laboratoire, notamment à l'ULB où j'ai été, des têtes des Congolais pour vérifier effectivement si le cerveau était composé comme les leurs. Donc au moment où nous parlons, il y a encore des têtes des Congolais installées dans le laboratoire à l'ULB. C'est vous dire à quel point cette conception-là est toujours derrière aujourd'hui. Alors, on sort de cette controverse de Valladolid, on soumet les Noirs à l'esclavage, donc ce n'est pas un être humain, c'est une marchandise, c'est une bête, et ça se confirme par la suite avec l'école Noire, Colbert et Louis XIV, reçu l'école Noire en disant qu'effectivement il fallait marcher. Donc là, ça devient une marchandise réelle qu'on doit commercer. Alors, on institue des règles, comment est-ce qu'on doit commercer cette marchandise et tout ça. Là-dessus aussi, on n'y revient pas avec Elia Mokolo. Et finalement, on a quelques farfelus à l'aune d'Arthur de Gobineau qui s'improvise spécialiste en ethnologie, qui parle de la hiérarchie des races. Aujourd'hui, on voit que ça tombe parce qu'il n'y a qu'une seule race. Il n'y a pas 4 races ou 5 races. La couleur, ce n'est pas la race. Il y a la race humaine et puis il y a la variété mélanine qui existe. Donc, lorsqu'on a compris qu'en face de soi, les gens ont construit leur être face à l'autre, que nous sommes sur le fondement de ces mépris permanents, on ne peut pas nous construire notre être au départ de ces mépris-là. Ce qui fait que nous devons rechercher ce que nous avons été réellement pour nous permettre de structurer, d'asseoir notre être et de se projeter. Donc nous faisons la projection sur le fondement de ce qu'on nous a appris. La xénologie. L'autre nous a appris que nous étions des ressources humains, nous étions même pas des ressources humaines bêtes, et par conséquent, notre affranchissement passe d'abord par
une auto-évaluation, la recherche de notre aidant. Dès qu'on l'a retrouvé, en ce moment, on peut se projeter. Parce que ce qu'ils tiennent comme discours au niveau occidental par rapport à nous, ils ne peuvent pas les tenir par rapport à la Chine, aux Chinois, ils ne peuvent pas les tenir par rapport aux Indiens des Indes, ils ne peuvent pas les tenir par rapport aux Japonais, parce que ce sont des situations qui sont affirmées au départ de leur ferment. Donc, la nécessité aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes dans une sorte de souffrance psychanalytique, parce que nous n'avons pas encore fait le deuil de ces génocides de 1885 à 1960. Et j'apprends que les Nations Unies sont en train d'appliquer un régime pour dire que ce n'est pas acceptable qu'on ait des statuts des génocidaires encore affichés en l'espèce ici, Léopold II. Est-ce qu'on pourrait penser à cet instant qu'en Allemagne, au motif que comment il s'appelle, Hitler avait construit l'autoroute, il a lancé la première voiture Volkswagen, la voiture du peuple, on va lui conférer un tel statut de pouvoir ériger les statuts ici. Non, on ne peut pas le faire. En fait, de quoi on le ferait sur ces messieurs qui s'appellent Léopold II, qui n'a jamais d'ailleurs mis les pieds à l'RDC. Parce que les gens pensent qu'il était peut-être suicide, j'avais vu aussi, il faisait tout ça à distance. Et d'ailleurs, il n'était pas très bonne santé, c'est un monsieur qui avait énormément d'handicap, notamment la polio. Et donc, ce sont des choses qu'on doit connaître. Bon, maintenant, la question qui est posée, c'est que les historiens ont fait suffisamment ce travail-là pour qu'on puisse introduire, injecter dans l'éducation qui est la nôtre à partir de la maternelle, en remontant jusqu'à l'université, avoir des chaires de la philosophie congolaise. Je viens pour l'Afrique, Kamana, mais je sollicite à ce qu'on puisse se recentrer sur nous d'abord, et sur après qu'on puisse y ajouter les autres philosophies qui sont autour de nous. Déjà, c'est très complexe de finaliser le processus de comprendre les 420 peuples. C'est pas ethnique, l'ethnie c'est péjoratif, nous sommes des peuples et non des ethnies. Parce qu'il y a une connotation assez malheureuse. En Europe, vous entendez jamais parler d'ethnie, comme par hasard, c'est taxé à la fin de permanence. Donc, voyez-vous, c'est ça la nécessité au fait de remonter l'histoire, et se dire que la communion ou la défendre, ne pas trahir la RDC, c'est tous ces slogans très intéressants, et il faut leur donner quand même la substance. Tu dis ne trahissez pas la RDC. Quelle est la conscience qu'on y injecte les sortes parce qu'un enfant qui naît en RDC, qui grandit en RDC, ne puisse pas trahir. Quelle est la conscience? Aujourd'hui, tout le monde parle de la corruption. Mais est-ce qu'on a fait quelque chose? Y a-t-il eu un travail qui a été fait pour qu'un député élu d'un parti politique refuse de voter sur sénateur d'un parti politique, aille voter ailleurs? Quel travail a été fait? Rien n'a été fait. Ok, laissons et l'autre question. La France a son continent, on voit l'Empire français son pays, et la Belgique a 180 000. 180 000 objets d'art à perdre aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est dire la manière dont on a été dépouillé totalement de ce que nous avons été. Et je rappelle toujours cette fameuse phrase de Conan Doyle: j'ai trouvé un début, le commerce et la vie, un début réussi. La connaissance parfaite de l'environnement, y compris la diplomatie. Mais cette même ville, cette même cité du Répond, dont il dit c'est emporter toute la science qui avait été établie déjà en termes d'industrie et la connaissance du commerce. Donc, ce sont ces outils-là qui nous rappellent que, sortant de la technologie, parce que là, la question est technologique, si je veux le permettre. Donc, il est nécessaire. Et notre communauté ici, en tant que Congolais, on travaille. Les ministères de la Culture, c'est les prestiges du pays. C'est le plus grand ministère dans un pays. C'est celui qui vous indique qui êtes-vous exactement, quelle est la direction à suivre, comment faire les choses. Et je vois que les gens passent à la télévision réclamer le ministère de la Culture au motif qu'ils ont organisé des concerts. La compétence de la gestion du ministère de la Culture, ce n'est pas un syndicat des musiciens, malheureusement, on n'a pas compris. Mimons les gestes et les contenus, mais mimons pas seulement l'enveloppe. Savez-vous que nous sommes un des seuls pays au monde, si on est seul, qui n'ait pas d'édition, qui n'ait pas de prix littéraire, de prix, où nous travaillons avec Kamana comme des artisans, on travaille à la main. Il n'y a rien en termes d'organisation de la société
congolaise qui permet de pouvoir dire voilà, Kamana a sorti un texte. Ces textes doivent obligatoirement être mis à l'enseignement et que ces textes veulent produire au minimum 2-3 000 dollars. Vous imaginez alors que tous ceux qui braillent, non seulement ils peuvent de temps en temps, comme disait Kamana, et moi je trouve aussi c'est Kamana, dans les chansons, ils injectent un peu de philosophie, mais on enrobe ça dans la salissure terrible, tout est salace, tout est fornication ici, fornication là-bas et tout ça. C'est ça la musique congolaise aujourd'hui. C'est-à-dire, même l'élément qui avait été mis intéressant en termes de philosophie est pollué par la suite. En ce moment, on s'en dégage. Mais ces gens-là gagnent de l'argent. Ces gens-là, dès lors qu'ils ont une opportunité, enfin, si l'un d'entre eux trépasse, il faut voir quelqu'un d'innocence. Comment est-ce qu'on l'accompagne? Comment est-ce que l'État l'accompagne? Mais lorsque un lettré qui a fait un parcours extraordinaire, la prochaine intelligence, qui illumine la société, meurt, personne n'en parle. Il n'y a aucune rue qui porte le nom de Kamana, aucune rue qui porte le nom de Moutimbe, ça vient avec tous les autres là. Rien. Est-ce que vous trouvez normal qu'un pays vive comme ça, qu'une culture soit les syndicats des musiciens? Quand on y arrive, on ne parle que... Oui, je m'arrête là-dessus. Quand on y arrive, on ne parle que des syndicats. La protection de tout ça, les droits. Les droits d'auteur sont accessoires à la création. Alors, quand vous parlez de droits d'auteur, c'est accessoire à la création. D'abord, il faut parler auteur. Et si vous parlez auteur, il faut classifier les arts majeurs, les arts moyens, les arts mineurs. L'art majeur n'est pas considéré, par conséquent, nous naviguons à vue. On a besoin, on a l'obligation de réhabiliter les stars de la République. J'ai clôturé en disant un mot, juste un mot, par rapport à la mort des Hérodiens. J'ai entendu dans des éloges à la mort des Hérodiens. Mais tout le monde n'a parlé que de ce combat politique. Aucune phrase sur son potentiel intellectuel. Psychanalyste, philosophe, un monsieur extrêmement lettré. Mais on a juste parlé des aspects politiques. L'art moyen. L'art majeur est dans la pensée, c'est la pensée qui convient pour faire la politique. Et non, la politique c'est l'inverse. C'est d'abord nos anciens Africains, par la suite les Grecs et finalement les Anglais, suivis les Français, pour retracer de Platon en passant par Hobbes, Locke, les Montesquieu, qui ont fait qu'on peut savoir les matériaux de la gestion de la société. Léviathan, le gouvernement civil, et la séparation du pouvoir, tout ça, c'est ça en fait. Ce sont les penseurs de connaissance, c'est pas les politiques économiques. Les politiques sont les consommateurs de la pensée qu'on met à leur disposition de la société. C'est pas eux qui produisent. Et on devrait devoir les encenser, les respecter, les aduler, avoir des places portant leur nom, les accompagner, les respecter. Mettez un prix des millions de dollars, et c'est facile à voir ici, il suffit de ponctionner sur la bière, vous avez $1 million à votre disposition, des Kamana pour compris par rapport à son dernier texte. Et alors, on verra comment les enfants, l'émulation, les enfants vont suivre tous, c'est derrière, tout le monde voudra devenir un Kamana et non aller sur une liste, c'est très poussé, dans ce ventre. Oui, je pense que tu as raison. Mais une question à vous deux, camarades, c'est la dernière. Est-ce que l'État congolais et la population congolaise ont-ils besoin de la science et des intellectuels? Mais juste d'abord, comment que j'ai le travail? C'est étrange que vous posiez la question en ces termes-là. Le fait même que vous la posez en ces termes, c'est que vous êtes en train de nous dire que notre État déconne. Parce qu'il n'y a pas derrière la vision de notre politique, derrière la vision de notre gouvernance, derrière ce que nous vivons en tant que Congolais politiquement engagés, vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de pensée derrière ça. Et à ce moment-là, que le pays soit sécurisé, ça signifie que nous avons besoin que la pensée jaillisse et puisse nourrir la politique du Congo. Je me souviens, le professeur Elikia Mokolo là, dans les années 80, il avait lancé
à Paris un groupe d'intellectuels congolais que nous appelions le groupe Défi, où il y avait lui, il y avait moi, il y avait Anissé Mobé qui aujourd'hui nous a quittés. Et quelle était notre obsession? C'était de mettre à la disposition de dirigeants congolais une pensée qui soit fécondatrice pour une politique de grandeur et de puissance. Cette ambition continue. Et jusqu'à nos jours, qu'il y ait un livre comme celui-ci, ça montre que des années 80, nous avions raison de miser sur l'intelligence, sur la raison, sur la pensée, sur la capacité de faire travailler les politiques congolais sur un socle d'une pensée solide. Cela aurait évité au pays de tomber dans cette médiocrité que même ceux qui la construisent sont en train de dénoncer. Et quand je parle de ceux qui la construisent, la médiocrité congolaise, je parle particulièrement des églises. Parce que les églises au Congo construisent cette médiocrité parce qu'il n'y a pas de pensée derrière ce qui se passe au pays. Regardez, faites l'effort chaque matin de regarder votre télévision congolaise entre 5h et 7h du matin. Et vous allez voir comment la religion détruit ces pays par manque de pensée. Parce que derrière, il y a des schèmes de pensée qui déterminent la manière dont les Congolais nous vivons aujourd'hui. Je vous donne ces schèmes qui me frappent le plus. C'est par exemple de dire Jésus est la solution. Hein? Nous entendons tous dire ça. Jésus est la solution. Ou Dieu, il est bon. Parce qu'il est bon, il va nous donner la solution à tous nos problèmes. Et on arrive à des situations complètement loufoques où vous entendez, par exemple, les chanteurs dire Zambé Malamou, Zambé Zali Malamou, Zambé. Et puis on dit appelle ça Kalibala, Zali Malamou. Comment ça appelle ça Kalibala? Est-ce que les jeunes filles ne peuvent plus séduire les garçons? Aujourd'hui, il faut que Dieu donne. Mais une fois que vous mettez ces gènes-là dans la tête, pire encore, nos grands éducateurs de notre peuple aujourd'hui, que sont les musiciens. Je crois que si on avait demandé, par exemple, avant de commencer la présentation du livre de Manjolo, que Rasson nous présente quelque chose, on aurait toute la salle ici complètement... nous serions remplis, il y aurait même des gens dehors. Mais ce serait pour entendre quoi? Des choses incroyables comme type Jimécoli. Et on est content d'entendre Saou Fali serait venu chanter un peu et logo. Et nous serions tous là-dedans en train de danser. Nous dansons quoi? Eh bien, nous dansons ce qui nous ramène, c'est ça la faiblesse de notre pays aujourd'hui, c'est que nous sommes ramenés tous vers le bas-ventre au lieu d'être amenés vers l'intelligence. Et le Congo du bas-ventre, qui est au cœur de l'éducation musicale aujourd'hui, c'est notre faiblesse. Donc nous avons besoin des gens qui nous disent un pays, ça se construit dans la tête. Ça ne se construit pas par le bas-ventre. Et à ce moment-là, on pourrait avoir un pays où les gens comprennent ces choses-là. Notre système universitaire, pourquoi s'est-il effondré actuellement? C'est justement, c'est que professeurs, étudiants comme étudiantes, nous avons été entraînés dans la culture du bas-ventre. Et du coup, l'intelligence diminue de plus en plus. Et nous avons des universités qui posent problème aujourd'hui. Alors demandez si nous avons besoin des penseurs
Et si nous avons besoin de gens qui nous éclairent, si nous avons besoin d'éducateurs, si nous avons besoin d'organisateurs, si nous avons besoin de bâtisseurs des grandes utopies, ça montre vraiment que nous sommes descendus très très bas, que la question même puisse se poser. Alors, arrivons à nous dire, au lieu de poser la question, il faut dire, il est temps que nous investissions dans notre matière grise. Sans cela, le pays ne va nulle part. Merci François. Juste un mot. Question du public. Scarlett, 3 minutes. Voilà, c'est ça. Non, c'est une anecdote en fait que j'ai vécue par rapport à l'histoire de l'Église. Il y a un cousin qui quitte chez moi, il va chez lui, puis il m'appelle pour dire j'ai eu une chance extraordinaire. En sortant d'ici, Dieu m'a béni, j'ai ramassé $5. Je dis, mais $5 comment? Il dit non, c'était froissé, c'était au sol. Et alors, comme je n'avais pas de transport, j'ai pris ça, c'était vraiment une bénédiction. Je dis, dis-moi, quel est ce Dieu-là? Parce que ces $5 viennent d'une poche misérable. Les gens qui ont la fortune ne froissent pas de l'argent, ne passent pas par ces sentiers-là. Jamais. Donc c'est un pauvre qui est passé par là, qui a fait ces $5, c'est misérable $5. Et toi tu es content qu'il y a un Dieu dont la spécialité c'est d'arracher aux pauvres pour donner à d'autres pauvres. Il y a un problème. Il y a un certain problème, c'est dire à quel point nous avons dénaturé la verticalité. Je pense que dans ce pays, nous devons apprendre à expliquer aux uns aux autres et faire la séparation définitive entre la verticalité, la foi qu'on peut avoir, la croix qu'on peut avoir, sont des livres d'après la vie et la vie en société. On mélange un peu tout, donc c'était juste pour dire cet aspect-là par rapport à la dénaturation. Et les pasteurs font partie de ceux, en tout cas à plus de 90%, qui sont la clé de la société, qui nous enfoncent, qui sont les undertakers, comme on dit en anglais, le fossoyeur de ce que nous sommes. Et je pense qu'il faut de temps en temps rappeler ça, c'est nécessaire, par rapport à l'avenir de notre pays. Et je pense que le pasteur Boy dans la salle pourra répondre à la question. Fixé sur la pensée de Guillaume Angelo, cette pensée qui est contenue dans son ouvrage, la pensée, il dit, structure, oriente, constitue le socle, la base, le pilier pour construire l'avenir. Et Kamana qui dit, construire le grand Congolais. En parlant du grand Congolais, Kamana qui dit que nous devons départir de tout ce qui est tard. Et vous allez devoir maintenant poser vos questions. On va aller par groupe de... Vous connaissez de nom, parce que entre nous, nous parlons un peu et nous avons eu tous les deux l'occasion de voyager ensemble, de Kinshasa jusqu'à Bruxelles, de Bruxelles jusqu'à Paris, pour discuter avec d'autres Congolais des affaires de notre pays et voir à quel point c'était absolument ahurissant que des personnes qui prétendent exercer des fonctions politiques éminentes pensent exclusivement au niveau du ventre. Donc si quelqu'un prend des positions, c'est parce qu'il veut bouffer. Alors cette manière de voir des choses nous a surpris et un peu scandalisés. Et j'ai découvert qu'il y avait là un avocat, journaliste, écrivain, philosophe, avec lequel je me sentais très très proche. Parce qu'il met des priorités sur des choses sur lesquelles les gens ne mettent pas la priorité. À un moment donné, comme on a parlé de notre groupe Les Filles à Paris, nous avons pensé faire la même chose ici, notamment en circulant dans les quartiers pour dire aux parents que les enfants avaient besoin de lire et plus tard d'écrire des livres de philosophie, d'histoire, des romans, des livres de fiction. Et maman se lève et me demande Papa Youssatani. Je lui dis Nakomakabakou et l'histoire. Papa, beaucoup à l'histoire, et laisse à rappeler Batou. Donc, je me lève et je lui dis Maman Talanga,
Donc, nous avons, effectivement, c'est là le problème. Et c'est important de le dire un jour comme aujourd'hui. C'est un problème parce que sans la pensée, il n'y a pas d'être. Il n'y a pas d'être sans la pensée. Et donc, nous vivons dans notre pays avec cette idée que le ventre, peut-être le bas-ventre, c'est beaucoup plus important que la tête. Et je crois que tant que nous n'avons pas réussi à changer cet ordre de choses, le pays ne peut pas aller de l'avant. Nous sommes tous d'accord, et ça a été rappelé tout à l'heure, que notre pays a les moyens, dans une génération, peut-être dans 2 générations, d'être au seuil du développement. Mais comment on fait pour y aller? Comment on fait pour y aller? Et donc je pense qu'on n'y va pas seulement en vendant du cobalt, etc. On y va en renforçant la capacité de réfléchir, la volonté de réfléchir et la volonté d'innover. Parce qu'on ne réfléchit pas sans innover. Donc c'est la raison pour laquelle, je ne sais pas combien coûte le livre, je voudrais qu'il n'y ait plus de stock ici quand nous allons partir d'ici, et que ce livre passe de main en main, et que les noms que l'on entend là, il y a désormais un visage dessus. Il faut qu'il y ait la volonté de voir, mais ce Kamana qui était là, on m'a dit qu'il écrivait. Qu'est-ce qu'il écrit? Ben, allez sur Google, tapez Kamana. Et vous verrez ce qu'il a écrit, peut-être vous verrez sortir des textes. Faites la même chose pour tous les autres. Alors, un mot sur Hérodia. Hérodia a été notre grand frère, à nous plusieurs à Paris. Et j'avoue que, écoutant la radio nationale congolaise, avec des journalistes qualifiés, poser en conclusion de ce reportage sur sa mort, qu'est-ce qu'on retiendra de lui? Et des journalistes dire, en hochant la tête, on retiendra de lui son cigare et son gilet. C'est un scandale. C'est un scandale. Moi, j'ai connu Hérodia à l'école normale supérieure, qui est une école prestigieuse, parce qu'il faisait partie de l'école freudienne de Paris, la plus grande école de psychanalyse dans le monde aujourd'hui. Et donc, un pays comme le nôtre, qui a eu un vice-président, qui est psychanalyste, philosophe, membre de l'école freudienne de Paris, ne retiennent de lui que le cigare et le gilet. Je crois que nous avons un gros travail à faire ensemble, et nous avons besoin que... Nous aurons l'occasion probablement de revenir sur certaines autres questions. En tout cas, bravo d'avoir écrit ce livre que vous portiez pendant longtemps et qui finalement finit par sortir. Chacun de nous porte en lui 3, 4, 5 livres. Eh bien, il faut s'asseoir et l'écrire. Il faut l'écrire. Si ça n'est pas tout à fait au point, nous les anciens, nous sommes là pour vous dire arrangez un peu ici, coupez ça, faites ceci et vous conduire à un éditeur. Le Congo a d'abord besoin que la pensée s'érige au centre du village. La pensée d'abord et rien d'autre chose. Merci. C'est notre formation qui œuvre depuis 6 ans actuellement à l'Institut français et que M. Guillaume connaît très bien. Alors j'ai aujourd'hui le privilège de partir d'un postulat, c'est que l'écriture détermine les débits de l'histoire. Ça signifie qu'il n'y a pas d'histoire sans écriture. C'est grâce à l'écriture que l'histoire a débuté. Et sur ce point-là, c'est un postulat universel. Et donc, si le Congo existe, ça signifie que les écritures existent. Et pour faire exister le Congo, il faut écrire. Et Pépé Guillaume Ancholo est quelqu'un qui écrit beaucoup sur le Congo. Félicitations, parce que j'ai lu tous ses livres, sauf les derniers. Quand on parle de la nation, on comprend que la passée de Guillaume Ancholo est très cohérente. On s'inscrit dans une nation en dégénérescence. Et donc, on est au ventre du désespoir. Et après, on identifie la structure pour définir l'homme. Et aujourd'hui, on est révoltés tous ensemble pour dire après que nous voulons d'un Congo qui part d'une idéologie certaine, cette idéologie de la culture comme arme, cette idéologie qui veut que cette nation de renaissance
puisse construire un homme qui a une vision sur les passés, mais qui réfléchit un peu plus sur son avenir, et pas seulement sur les églises, sur les entreprises. Pas seulement les entreprises lucratives, mais les entreprises du savoir. Et aujourd'hui, nous célébrons le savoir. Je vais faire une contribution. Je vous suis très souvent et je vous ai beaucoup lu. Et c'est peut-être sur cette base-là que vous allez intervenir. Vous savez, je crois qu'avec des gouvernements qui se forment sur base des recommandations politiques, nous aurons difficile à avoir un ministère de la Culture fort. Et moi, j'ai scruté, après vous avoir suivi à la télé, les 5 dernières ordonnances qui organisent les relations entre le président de la République et le gouvernement et entre les membres de ceux-ci. On se rend tout à fait compte que le ministère de la Culture a à peu près entre 3 et 5 attributions. Et dont 3 ou 2 varient sur la coopération avec les autres ministères. Ça signifie que nous sommes encore loin de connaître la grandeur de la culture. Et donc, je préconise, en tant que libre penseur, que les domaines de la culture puissent être amputés du gouvernement national. Qu'on puisse confier la culture à des éminences, c'est-à-dire qu'il y ait un plébiscite, même biannuel, de la gestion du secteur culturel par des éminences grises, par Kamana, par Modipe, et ce serait un peu plus intéressant. Et qu'on note du ministère de la Jeunesse, et ça, n'en déplaise à qui va entendre, tous ces conseils nationaux des jeunes, provinciaux des jeunes, et qu'on ait, là je suis en train de conclure sur une pensée qui a un début de gestation, qu'on ait des conseils provinciaux, communaux, des cultures, où les gens réfléchissent sur la culture, au lieu de réfléchir sur des positionnements politiques uniques. Et donc, j'en appelle à l'intervention. Je suis souvent M. Manjolo. Kamana, ça fait 10 ans que je lisais ces petits éditoriaux dont je vois le potentiel, si je me rappelle bien. Moi, ma question est simple, des formations professionnelles. Je suis ingénieur, je suis un pragmatique. Par où est-ce qu'on doit commencer pour cette véritable révolte? Par où est-ce qu'on commence pour que les mentalités changent? Ça fait plus de 20 ans, 30 ans qu'on nous bassine qu'il faut changer nos mentalités. Mais par où est-ce qu'on commence? De façon pragmatique et claire. Merci. Vous, chercheur en culture, je voudrais poser ma question au professeur Kamana. Pendant qu'il était en train d'intervenir, il a repris beaucoup de fois les concepts médiocres, les qualificatifs médiocres. Et je voudrais savoir ce qu'on a comme l'impression, l'intellectuel congolais, son savoir est plus théorique, son savoir n'est pas vraiment pratique. Ce que je viens tout juste à la suite de ce que l'ingénieur a dit tout à l'heure, c'est que si on doit commencer à lier et nos pratiques et ce que nous avons réussi, parce qu'on est vraiment des répétiteurs scientifiques, on fait quoi pour vraiment les choses changer? Et très souvent, c'est que dans nos discussions intellectuelles, on n'associe pas ce qui souffre de la pensée, on n'associe pas ce qui n'a pas connu la conscience de la pensée. On est le plus bas, le plus faible, avec quels actes pour que cela puisse aussi aller de l'avant. Merci. Maître Edmond Sangala, je suis avocat près la cour d'appel de Goma, Nord Kivu. Je m'avais posé des petites questions et la première sera adressée au professeur Kamana, que je connais très bien par ses interventions et différentes conférences organisées à Goma. Et la seconde, ça sera adressé à Maître Guillaume Manjolo. La première, c'est par rapport à la médiocrité. Quand je suis en train de suivre les différentes chaînes internationales comme nationales, je sens que quand les Congolais interviennent, ils vendent une image négative de la RDC. Alors je me pose la question, est-ce qu'au Congo, il n'y a que des images, il n'y a que des négatives et non des positives? Parce que l'homme congolais, l'homme politique congolais, à la tête du pouvoir, il montre que tout va. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va au bout? Il y a toujours des noirs. Et la seconde question, c'est à Maître Guillaume Manjolo,
que moi j'ai toujours pris comme mon mentor, parce que ça fait beaucoup d'années qu'il me conseille, il me guide même en politique, et j'aime beaucoup sa pensée, ses pensées. Maître Guillaume Major, Kinshasa, la RDC ne se limite pas à Kinshasa. Que fais-tu? Parce que les idées que vous venez de nous expliquer ici, ça serait mieux que les autres jeunes soient révoltés. Qu'est-ce que vous programmez pour aussi révolter toute la jeunesse de la RDC? Merci. Étudiant à l'Université pédagogique nationale et coordonne d'une structure motif pour la jeunesse. J'allais poser ma question au professeur Kaman en disant par rapport à vos idées, ça amène vraiment une puissance de la pensée qui va relever la conscience des jeunes. Et ça a des aspects de motivation. La motivation ne va pas nous transformer, ce qui va nous transformer, c'est l'application. Quels sont les principes d'application que vous pouvez nous donner, en tant que jeunes, que nous puissions le mettre en pratique pour pallier à tous ces inconvénients? Ma deuxième question, je dirais, aujourd'hui, il y a des baobabs qui meurent dans notre pays et les gens ne parlent plus d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne préparent pas les jeunes qui vont leur succéder demain. Est-ce que vous, derrière vous, il y a un groupe de jeunes qui vont vous succéder demain, à qui vous êtes en train de préparer, qui parlera comme vous, qui écrira comme vous, qui va montrer aux jeunes qu'il y a des gens, il y a des mentors qui sont là, qui nous préparent pour faire changer les Congo demain? Voilà, ça c'est un lien de frère qui est dans cette salle, qui a été un très grand ministre de l'SP, avec qui j'ai collaboré sans cesse. Et à l'époque, je pense qu'il a lutté pour jusqu'avoir la citoyenneté, courir à son ministère. L'SP, je cite ici mon ami et frère Maquin. C'est dire à quel point il y a des gens qui pensent déjà que les décisions politiques, c'est presque qui disent Alfred, c'est pas toujours évident d'avoir cet aspect-là incorporé dans la discussion politique, parce qu'on ne donne pas de la valeur à ça. La culture n'a aucun intérêt, c'est relégué, c'est les réflexes, et que la culture c'est la musique. C'est ça le réflexe. Donc, les trois quarts des dirigeants, lorsqu'ils sont à la table de discussion pour parler, partage, tout ça, personne n'est la culture, personne. C'est pour ça qu'on a la prétention à la cité, tous les mécènes de la musique se proposent de prendre leur ministère, parce que c'est leur ministère. C'est un peu ça la conception. Et on peut faire la chose autrement, de manière artisanale, si vous laissez le faire. Cet texte est produit de manière artisanale. Et vous allez trouver effectivement encore des ratés ici, compris ici, là, tout ça, parce que vraiment c'est fait à la main par des gens qui donnent du temps pour dire de la qualité que vous faites sur le terrain. Et si ça s'appelle sur le terrain, on fait des choses sur le terrain. Et monsieur l'ingénieur, par rapport à comment est-ce qu'on peut faire, mais on peut commencer un premier exercice ici sur place. C'est-à-dire que lorsqu'un musicien chante dans notre pays, non seulement on paye l'entrée, ces fameux musiciens arrivent toujours 5 heures plus tard, très peu plus tard pour commencer son concert, et normalement il commence à chanter, après avoir attendu pendant 5 heures de temps, on lui donne encore de l'argent. Donc c'est-à-dire on a payé son entrée, son droit d'entrée. Monsieur ne vous respectez pas, il vient largement en retard, mais vous montez sur la piste parce qu'il a cité votre nom pour lui donner encore de l'argent. Alors nous, on propose peut-être avec un esprit différent. On dit voilà, il y a moyen de sponsoriser, avoir des mécènes dans cette salle, parce que les livres, j'ai mis au prix dérisoire par rapport à la hauteur des finances de nos jeunes, on peut dire, c'est-à-dire $10. Mais un mécène peut dire voilà, écoutez, j'ai fait beaucoup de bêtises, notamment dans l'histoire musicale, j'ai dépensé l'argent pour rien. Ces livres, moi je les prends à $500, à $1000, et c'est tout comme ça permet à ce que vous ayez encore produire un peu plus, parce que là, on était en discussion avec les profs camarades, comment est-ce que vous devez produire un peu plus pour mettre à la disposition, mais les moyens ne suivent pas. Figurez-vous que le dernier lot a été produit à hauteur des $10 par livre, la production. Alors maintenant, on fait comment pour le vendre? On va mettre à $50, non. On conserve le prix, on perd de l'argent, mais on peut mettre à la disposition cette production. Les gens se lèvent chaque matin, cherchent à manger, il faut nourrir l'esprit pour pouvoir avancer. Donc, il y a une opportunité là qui vous est donnée pour pouvoir montrer qu'effectivement, vous pouvez être dans ces soutiens-là. Imaginez-vous, je pense que je ferai l'exercice à la fin de cette séance, une petite lecture vers la fin, parce que je trouve que
cet élément-là participe à la révolte métaphysique et non à brûler les pneus et tout ça. Ça n'a aucun intérêt. Et je vais faire cette lecture à la fin. Et M. Samer, bon, la partie portant sur la promotion de la bêtise, je laisse ça entre les mains du professeur, puisqu'il a question été adressée. Et Kinshasa n'est pas RDC, oui, tout à fait. Mais le problème aussi, c'est la consécration. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille prendre les pains de la bouche des Keilan et Amida pour pouvoir, ce sont des enfants, pour pouvoir faire ces voyages-là. À ce moment-là, ils meurent de faim à la maison, ils meurent de faim à la maison. Bon, je ne sais pas si madame qui est dans cette salle, Sylvie, me permettra de faire ça. Et voilà, monsieur est parti avec la cagnotte pour aller exposer ici et là, et il reviendra, comme disait tout à l'heure le prof Guillaume Bogolo. Bon, c'est là, ça produit quoi? Ça ne produit pas son âme. Donc c'est un peu ça la difficulté. Mais si on a la chance d'avoir des gens qui soutiennent, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de mécènes qui soutiennent la musique, le football et tout ça, et c'était pourquoi il ne marche pas très bien. Donc les amusements sont nécessaires, la distraction, après avoir rempli l'esprit, on commence à construire, on peut se distraire. Mais nous on a inversé les choses, on se distrait sans cesse. Donc c'est la priorité de la société. Et M. Kaleba, où sont le... J'ai pas vraiment compris la question qu'il posait par rapport aux jeunes et l'orientation des constructeurs et tout. Mais ça doit aller dans le sens qu'il disait tout à l'heure Alfred, je pense qu'il faut peut-être rationaliser ce que nous sommes en train de faire. Je vois trop des groupes de jeunes et trop de ceux qui pensent pouvoir devenir les héritiers. Mais regardez la salle. Si c'était un concert, c'est la plein. Tous les jeunes ont eu à porter de l'université. Chaque fois qu'on fait un exposé d'intelligence, vous n'êtes pas là. Comment voulez-vous qu'on puisse former des gens qui ne veulent pas être formés? Parce qu'ils ont décidé que ce n'est pas ventre, n'est pas les ventres, et les ventres eux-mêmes qui participent à leur vie. Il est difficile de trouver des disciples de l'intelligence dans ce pays. D'où la nécessité d'une institution qui accompagne. Les jours, et c'est pour ça que je pense qu'il y a une sorte de raccourci éventuel à proposer, radical, les jours où on va dire, on taxe la bière, on prélève sur la bière 100 francs ou 50 francs, même 20 francs. La consommation de Kinshasa est en début souvent à 3 à 5 millions de bières par jour. Alors imaginez cet instant que les bons ministres de la Culture disent, je propose au Conseil des ministres devant l'Assemblée nationale que la bière qui est à la base de la faillite de la société, on doit laisser parce que nous sommes un pays libre, on peut y ponctionner 100 francs par bouteille. 100 francs par bouteille. Et sur les boissons sucrées qui sont un poison, parce que c'est un poison pour la santé, vous voyez, les noms de cancer comme aujourd'hui, en RDC, on se rend pas compte que ces prolongations de produits cancérigènes, on s'est biogé du poison sans cesse tous les jours en disant moi je suis religieux, je ne prends pas d'alcool, je prends le poison sucré. Et finalement on meurt avant tout le monde, on se pose la question, on se retrouve les sorciers. Donc si on se permet, on dit voilà, on prendrait 100 francs sur chaque bière pour sauver Kinshasa et 50 francs sur la bouteille des fantômes congolais. Ça veut dire que le vote congolais est fondé sur une base d'évolution qui est... Vous dites que c'est faux, mais laissez-moi d'abord argumenter. Laissez-moi argumenter. Vous dites que c'est faux au moment où tout l'imaginaire populaire travaille sur ça. Pourquoi les jeunes de l'UDPS se battent aujourd'hui? Pourquoi battent-ils les chemins? Pourquoi brûlent-ils les pneus s'ils n'étaient pas convaincus que ce qui s'est fait ne s'est pas fait selon l'ordre de la rationalité? Il y a un problème. Il faut commencer par éduquer les jeunes dans cette perspective. Vous-même, si vous saviez ce qu'on dit sur votre élection, mais je ne vais pas vous le dire. Je ne vais pas vous le dire parce qu'il y a vous portez un nom qui déjà indique ce qu'on peut vous reprocher. Rien que votre nom. Il y en a beaucoup à qui on reproche, qui ont le même nom que vous. On les reproche maintenant d'être dans le cercle des conseillers, comment on dit, pléthore de conseillers, où 90%
viennent des gens qui ont un nom comme le vôtre. Donc ça, c'est la culture congolaise dont il faut sortir, d'où il faut faire sortir les jeunes d'aujourd'hui pour qu'ils pensent une politique rationnelle et qu'ils aient des valeurs pour lesquelles on va au vote. Je commencerai par là, c'est-à-dire le débat avec les jeunes, par exemple, sur les élections. Pourquoi y allons-nous et que cherchons-nous? L'autre question, c'est on fait quoi? La dernière? Oui, on fait quoi? Eh bien, on s'attaque à la culture de l'homme congolais. Donc vous avez dit, est-ce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses, c'est l'homme congolais? Non, il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a le génie congolais dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce génie congolais, il est dans le mal. Mais il peut être transformé en bien. Si vous voulez que je vous donne des exemples du génie congolais dans le mal. Vous savez comment nous entrons aux États-Unis? Nous y entrons parce que nous avons compris que la famille est une grande valeur aux États-Unis. Et que, comme Michel et Barack, il faut donner l'image de quelqu'un qui respecte la famille. Alors les Congolais ont inventé le respect de la famille en commençant par faire des mariages qui permettent qu'on puisse divorcer facilement. Alors quand vous divorcez avec une Américaine, vous pouvez épouser votre sœur au Congo. Et puisqu'on défend la famille, votre sœur viendra là-bas. Si vous divorcez avec elle 6 mois après, et qu'elle peut aussi avoir votre frère ici comme futur mari et vous prenez votre autre sœur, au bout de 5 ans, vous avez toute la famille aux États-Unis. C'est une invention congolaise. Oui. Il y a des inventions congolaises comme épouser. Monatie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température. Et y a mon pépé,